a projeté quelques extraits ce matin. Donc les illustrations des débuts de la vie. Je vais appeler à nous rejoindre. Donc Marine Poulain, responsable du laboratoire de biologie de la reproduction du centre AMP de l'hôpital Foch de Suresnes, ainsi donc Samir Hamama, chef de service du département de biologie de la reproduction et du diagnostic préimplantatoire au CHU de Montpellier. Voilà, donc vous allez pouvoir nous commenter ces très très belles images. Donc on commence par le film, je pense. Hein. Oui, par Madame Poulain. Alors je crois que vous travaillez avec le professeur Friedman, précisons-le. Voilà, à l'hôpital Foch. Voilà, j'ai été élève aussi du professeur Hamama, donc c'est bien. Vous êtes, je suis en terrain connu. Vous êtes en famille. Nous voilà. Nous écoutons et surtout nous regardons les images qui sont assez exceptionnelles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc avant de lancer le petit film, donc c'était effectivement pour placer ce sujet. Donc en tant que biologiste de la reproduction, on a effectivement la chance tous les jours d'observer les embryons au tout premier jour de la vie. Et donc traditionnellement, on regarde les embryons ponctuellement sur le microscope. Et donc les nouvelles technologies comme la technologie time-lapse, qui prend des photos donc toutes les 5 minutes, 10 minutes, enfin ça prend un programme, et qui après génère une vidéo de ces embryons, nous avons permis donc d'associer cette technologie à nos systèmes d'incubation, donc d'observer l'embryon humain comme on l'avait jamais vu, mais aussi de vous faire partager notre vision de tous les jours au laboratoire. Donc on peut lancer cette vidéo. Donc l'embryon, pour rappel, ça débute par la rencontre du spermatozoïde et de l'ovocyte. Donc ici, quand on fait une fécondation in vitro avec micro-injection, on va déposer donc à l'aide de pipettes le spermatozoïde, comme vous venez de le voir, au centre de l'ovocyte. Donc on a assisté cette fécondation ex vivo. Donc ensuite, on va observer si cette fécondation a bien marché, avec la formation donc, de ces 2 noyaux au centre de l'ovocyte qui contiennent le matériel génétique de la mère et du père. Et on va donc, depuis cet ovocyte fécondé, pouvoir observer les divisions successives de l'embryon, donc qui va passer à 2 cellules, puis ces cellules donc vont se diviser pour constituer un être humain composé de millions de cellules. Donc là, on est à peu près au 4e jour de développement, donc de vie de cet embryon humain. Et cette technologie, donc time-lapse couplée à nos incubateurs, permet d'observer, donc sans perturber la culture embryonnaire qui doit être à une température contrôlée, avec une atmosphère contrôlée, nous permet donc d'observer ces divisions et d'étudier si, là vous voyez que ces 2 embryons, ils sont à peu près, ils se développent à peu près de la même manière, mais il y a des petites différences quand même dans les temps de division cellulaire, et donc ça nous permet d'étudier plus finement et de prédire si l'embryon de gauche va s'implanter, va donner une grossesse, alors que l'embryon de droite, qui semble être morphologiquement assez similaire, pourquoi est-ce que cet embryon ne donnera jamais de grossesse et jamais d'enfant ensuite. Donc là, on est au 4e jour de vie de l'embryon, et l'embryon va s'organiser pour donner ce qu'on appelle donc un blastocyste, avec donc on va pouvoir observer dans l'organisation de l'embryon au centre ce qu'on appelle le bouton embryonnaire qui est le futur fœtus, et le tapis cellulaire qui entoure donc cette cavité qui va donner les futurs annexes embryonnaires. Donc à ce stade, on va pouvoir replacer l'embryon dans l'utérus de la patiente. Donc comme vous le voyez, le gynécologue va introduire un petit cathéter fin donc, dans l'utérus de la patiente et va déposer la goutte de milieu de culture qui contient cet embryon. Donc ensuite, délicatement, il va retirer le cathéter et ensuite, il faut que l'embryon s'implante dans son nid pour ensuite aboutir à une grossesse.
Et donc, on peut, grâce à cette technologie, observer aussi des événements qui ne devraient pas se produire, comme là, le passage d'une seule cellule à 3 cellules, qui normalement ne devraient pas se produire. Donc, ça nous donne des informations supplémentaires qui nous permettent de mieux sélectionner les embryons qui sont capables de donner des grossesses. Là, vous voyez qu'il y a eu un clivage complètement chaotique de l'embryon. Et on a même des embryons donc, qui ont un mouvement... Donc dans le milieu de culture qui bouge complètement, donc ça on ne sait pas encore l'expliquer. Et le but c'est de pouvoir prédire si cet embryon pourra ou pas donner une grossesse. Voilà, merci. Merci beaucoup. Samira Mama, à vous. Vous êtes, je rappelle, chef de service du département de biologie de la reproduction et de diagnostic préimplantatoire au CHU de Montpellier. Et vous aussi, vous avez des images extraordinaires à nous montrer. Je vais essayer. Est-ce que je peux... Alors, voilà, ça y est, on y arrive. En marche arrière ou pas? Bien, bonsoir à tout le monde. Merci à Jean Blanc de m'avoir invité de participer à cette édition. En fait, Marine, il vient nous montrer comment peut-on observer cet embryon tout au long de sa première semaine de développement. Montez un petit peu votre micro, on vous entend mal. Bien. Voilà. Ok, pardonnez-moi pour mon accent parisien. Donc cette observation, eh bien, c'est fait en 2 dimensions. Et Marine a dû nous le dire, le but c'est de prédire un facteur prédictif qui nous permet de choisir quel est le meilleur embryon à s'implanter. Pour votre information, aujourd'hui, quand vous placez une dizaine d'embryons dans l'utérus, au mieux, il y en a 2 qui s'implantent. C'est-à-dire, si je veux être négatif, il y en a 8 qui ne s'implantent pas. Pourquoi? Parce qu'on choisit selon les aspects morphologiques. Est-ce suffisant? La réponse est non. Donc, on est en permanence à la recherche de facteurs prédictifs qui nous permet, tout en respectant la règle éthique et l'idéal de manière tout à fait non invasive, de choisir l'embryon à fort potentiel implantatoire. C'est la raison pour laquelle, au sein de l'unité INSERM 1203, que j'ai l'honneur de diriger depuis quelques années, nous avons réfléchi à passer de 2D à 3D. Au lieu d'observer l'embryon en 2D, de l'observer en 3D, mais de manière tout à fait non invasive. Donc, c'est vrai, c'était un rêve, mais on s'inspirait un peu de ce qui se faisait chez le fœtus. Dans les années 60-70, on observait en 2 dimensions, et puis actuellement, on est passé en 3, voire 4D, pour plus de précision et plus d'informations, donc un meilleur choix. Là, ce que Marine vient nous montrer, je ne reviendrai pas là-dessus, parce que le temps nous presse, mais c'était une technique relativement assez ancienne. Vous voyez, là, je vous montre 2 exemples, mais le problème avec cette machine qui vous permet de suivre le développement dynamique de cet embryon, que nous venons de voir, il faut établir un algorithme et chaque centre doit établir son propre algorithme. Ce qui marche chez l'un ne marchera pas chez l'autre. Donc c'est l'un des limites de cette approche. Alors nous, on voulait, ce qu'on voyait là en 2D, on voulait observer en 3D, ça devient un élément pédagogique et plus parlant pour le couple, et surtout standardiser la façon dont on évalue cet embryon, dans l'espace de quelques secondes. Donc on a inventé ce qu'on appelle EmbryoScan. C'est une sorte de scanner qui permet d'évaluer l'embryon en plusieurs plans, et que ces plans-là qui ont été pris grâce à un logiciel permet le reconstituer. Et pour démontrer la preuve des concepts, on a envoyé un clé USB à un imprimeur de 3D. On lui a demandé s'il voulait bien nous imprimer. On s'est dit, si jamais il nous renvoie et nous dit il n'y a rien à imprimer, on comprend que notre concept n'est pas bon. Et bien voilà ce qu'on a reçu. Là, vous voyez un embryon qui a 3 jours. Cette enveloppe qui l'entoure, ce qu'on appelle la zone pellucide, qui protège l'embryon jusqu'au moment de son implantation dans l'utérus. Donc on peut mieux examiner. Et là, ce que vous voyez, les cellules, chacune, qui constituent cet embryon. Donc à partir de là, voyez-vous, par exemple, cet embryon. Là, je vous montre quelques exudats. Si nous l'avions observé en 2D, nous n'aurions rien vu. Nous aurions vu en disant il a 6 cellules, 8 cellules. Donc, l'un des avancées de ces 3D, c'est de pouvoir assurer une meilleure observation, homogénéiser la pratique entre plusieurs praticiens, et puis ça devient un élément pédagogique envers nos étudiants, parce que nous sommes quand même
dans un centre universitaire. Donc voilà un peu, grosso modo, le schéma habituel. On part d'un embryon DD. Au moment de l'observation, on va scanner en plusieurs plans, on reconstitue. Le but, c'est pas de l'imprimer, entendons-nous bien. Le but, simplement, d'améliorer notre observation et du coup, améliorer notre sélection qui permet d'augmenter, parce qu'à la fin, le but, c'est étant d'augmenter le taux de grossesse. Donc c'est un microscope inversé qui nous permet d'obtenir cet embryon qui va être scanné. Et voici les différentes étapes. Le reconstituer en 3D et pour démontrer la preuve des concepts. Donc nous l'avons imprimé en 3D. C'est une première mondiale. Nous pensons pas, on pensait que c'était une première française. Non, c'est une première mondiale pour améliorer donc le choix embryonnaire candidat au transfert ou candidat à une cryoconservation pour un replacement différé. Ça nous permet également de mieux cerner cette histoire des exsudats cellulaires que parfois, quand l'embryon rentre dans un phénomène de mort cellulaire programmée, ça nous permet de mieux choisir. Donc, ce sont des techniques, je ne voudrais pas rentrer dedans, mais bien entendu, il a été protégé avec un brevet, plusieurs brevets grâce à l'INSERM. Donc, on l'a baptisé EmbryoScan, qu'aujourd'hui, malheureusement, on souffre de moyens financiers pour pouvoir fabriquer cette machine, sachant que je souhaite de toutes mes forces que cette machine soit fabriquée en France, malgré les différentes propositions alléchantes venant de la Chine. Donc, vous voyez, ça nous permet d'améliorer notre choix, de mieux sélectionner l'embryon, donc éviter de faire naître un faux espoir au couple, et puis bien entendu, le but d'assurer une meilleure implantation. Si on pouvait avoir le film, je vous prie. Est-ce que vous pouvez me renvoyer les vidéos? Merci. Voilà. Donc là, vous voyez l'embryon en 2D, comment on est en train de le scanner en plusieurs plans. Si vous faites comme le même principe qu'un scanner, ça c'est cet embryon-là qu'on observe au quotidien. Expliquez-nous les différentes étapes. Donc, si vous voulez, on a fait une séquence parce que pour question de confidentialité, comme la machine n'est pas encore prête, on a à raccourcir. Donc là, vous voyez la zone bullucide qui est cette membrane qui entoure l'embryon. Là, vous voyez l'embryon dans différents aspects, sur trois dimensions, comme je vous ai indiqué. Donc, vous pouvez compter vous-même le nombre de cellules qui le constituent, que vous voyez devant vous. Et là, vous voyez, là, on peut faire des coupes dans cet embryon sur le plan morphologique pour mieux cerner. Donc, vous voyez le nombre de cellules qui composent cet embryon, la zone bullucide qui l'entoure, les petits exsudats que nous n'aurions pas vus en 2D si nous étions en train de l'observer. Et puis, je pense... Voilà, donc encore une fois, ce n'est pas le but d'imprimer l'embryon en 3D, le but c'est homogénéiser la pratique d'observation entre les différentes praticiennes, montrer un objet qui devient conséquent pour la patiente et pour le couple, et puis de là, un objet pédagogique pour l'étudiant. Donc là, pour terminer, Montpellier, depuis d'ailleurs, c'est une réunion de famille, mais tout à fait par hasard, parce que moi j'étais avec René Friedman, j'ai quitté il y a 14 ans pour regagner le Sud, et toute notre recherche au sein des CHU de Montpellier, tendent à arriver à la sélection d'un embryon viable, je dis bien viable, parce qu'au fait c'est ça la difficulté, et que malheureusement la morphologie ne nous permet pas d'être sûr, et puis choisir le bon timing pour replacer cet embryon, parce que là aussi, quand on replace un embryon, avec un cycle menstruel de 28 jours, on sait au J21 jusqu'à J23-24, il y a une fenêtre, ce qu'on appelle la fenêtre d'implantation. Donc, période pendant laquelle l'utérus est prêt à réceptionner un embryon. Donc, si on place avant cette fenêtre, avant l'ouverture ou après la fermeture, malheureusement, ça ne marchera pas. Donc, cette fenêtre, parfois, elle peut être très courte, de quelques heures, comme elle peut être très longue, de 3 ou 4 jours. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a un test, l'un des 2 tests mondiaux qui existent, qui nous permet de choisir et mieux
replacer